Alors bonjour à tous, merci d'être venus. Bonjour, merci public nombreux, nombreuses. Et aucun parti pris dans le public, en fait. Vraiment. Le public du 3CA est très nombreuse. Et bien évidemment, on salue tous ceux qui vont regarder la vidéo plus tard. Alors, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, vous ne le voyez peut-être pas, mais nous sommes aujourd'hui près d'une centaine connectés à cette superbe matinale sur la construction de Blueprint, puisque en fait aujourd'hui nous avons, alors que je regarde sur l'écran, Marek, nous sommes exactement à 98 participants. Donc nous n'attendons plus que 2 participants supplémentaires pour atteindre la centaine. Donc quel engouement pour ce projet haut en couleur. Et surtout aussi en bleu, voilà, et aussi bleu que le ciel parisien aujourd'hui. D'accord. Alors merci beaucoup pour cette introduction plus qu'optimiste. C'est exactement ce qu'il faut pour mener à bien ce projet Blueprint. Donc de quoi il s'agit exactement? Donc il s'agit d'un projet transnational de partenariat stratégique qui doit normalement permettre à tous les partenaires européens qui participent d'innover et de rénover donc la formation professionnelle en métier du BTP en Europe. Donc ce projet-là, c'est un projet qui fait partie du lot Erasmus+, donc certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. Donc c'est un programme de l'Union européenne qui doit permettre à la fois de fournir des programmes de formation professionnelle de haute qualité et de faciliter aussi la mobilité des jeunes. Il y a 3 volets dedans. Donc le premier volet, même le plus important, c'est la mobilité au niveau des sommes qui sont allouées. Et le deuxième volet, c'est effectivement des partenariats stratégiques, donc une réflexion stratégique sur les nouvelles orientations à donner pour que les formations qu'on dispense dans les différents centres de formation en Europe correspondent aux attentes du monde économique et au profit, bien sûr, des bénéficiaires. Et le troisième volet du programme Erasmus+, c'est l'aide à la décision politique, stratégique, donc animation des réseaux formels et informels, pour aider la Commission à prendre de bonnes décisions au niveau des mécanismes et des outils pour la formation. Donc pour nous concrètement, ce projet il doit avant tout nous permettre d'identifier des créneaux de développement des activités de formation en lien avec des attentes des entreprises. Donc l'avantage de tous ces projets internationaux, c'est aussi de faire en sorte pour que la contrainte externe qu'on a nous permette de mieux réaliser nos propres objectifs. Parce qu'assez souvent, il y a des limites à une commande interne. On dit voilà, on a un beau programme d'action, mais s'il n'y a pas de compte à rendre, surtout à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile à mener, à respecter les échéances, à rendre compte, produire des comptes rendus qui sont diffusables et utiles non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, parce que c'est l'une des conditions pour avoir des sous de la part de l'Union européenne. Alors, donc ça, c'est la première chose. Mieux identifier les créneaux de développement des activités de formation et surtout en lien avec les attentes des entreprises. Ensuite, bien exploiter l'expérience des autres partenaires européens pour alimenter notre propre expérience et nos actions futures. Ça, c'est relativement simple, c'est-à-dire à partir du moment où on met ensemble un certain nombre d'organisations qui n'ont pas toujours la même optique, le même environnement, le même contexte, ces partenaires-là nous permettent de voir autrement notre problématique à nous et peut-être de traiter aussi autrement nos propres projets. Visiblement, je suis pas doué du tout pour ça. Voilà. Et comme résultat, être beaucoup plus réactif dans la conception des projets de professionnalisation. Et comment faire? Donc, il faut créer quand même quelque chose de très technique, de bien opérationnel, à savoir l'objectif du 3CA et l'intérêt du 3CA dans ce projet, c'est de créer à terme un observatoire prospectif des compétences attendues par les entreprises. Je précise tout de suite qu'on n'a pas attendu Construction Blueprint pour créer un observatoire. On a déjà des outils au 3CA, les autres partenaires aussi ont des outils, mais ce sont davantage des outils de suivi, ce sont des outils d'analyse
Et ce sont des outils qui constatent un certain nombre de choses. Mais ce qu'on a constaté ensemble au niveau transnational, c'est qu'il y a très peu de véritables outils, très peu d'observatoires véritablement prospectifs qui permettent de se projeter et de prévoir les évolutions et ne pas tout simplement les suivre. Donc ça serait de l'anticipation. Voilà, exactement. Et c'est l'un des premiers critères d'adhésion. Hein. Franck ne va pas contredire. Nous sommes vraiment dans une démarche prospective, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que nous avons pu collecter comme données était essentiellement de la donnée avec factuelle, de la compilation de données qui existent déjà. Là, l'intérêt est d'arriver à identifier les flux migratoires, les flux en termes de formation, les besoins au niveau européen, et d'arriver à dessiner le futur des métiers du BTP. Donc il y a déjà l'Observatoire des métiers du BTP, le PMQ, qui existe. Il y a des organisations identiques partout en Europe. Et là, l'objectif est d'arriver à créer un observatoire sur les formations pour déterminer à horizon 5-10 ans, dans le meilleur des cas, quelles seront les formations à développer pour assurer les métiers de demain. Voilà, et l'observatoire c'est transnational. Oui. Tout le monde en fait partie. C'est-à-dire, il y aura effectivement une démarche transnationale, oui. Un concept global qui sera transnational, bien sûr, mais après, bien sûr, il faudra prévoir des déclinaisons nationales, parce que tout ne va pas être piloté d'une façon centralisée. Et donc, il faudra trouver un bon dosage, c'est l'un des enjeux de ce projet, entre la partie transnationale et la composante nationale. Comment ça s'articule, comment ça fonctionne ensemble, qui rendre compte à qui est patron de quoi. Donc le projet il est sur 4 ans, et donc on a un peu de temps quand même pour concevoir tout ça, mais c'est un projet extrêmement complexe. Vous avez parfaitement raison, Agnès, de pointer cet aspect-là. Il faudra quand même prendre des bonnes décisions parce que très certainement cet observatoire-là, obligatoirement, fonctionnera d'une façon différente en France, en Lituanie, par exemple. Les besoins ne seront pas forcément les mêmes. Voilà, les besoins identifiés ne seront pas forcément les mêmes, mais l'ampleur, disons, de l'observatoire ne peut pas être le même non plus. Peut-être les moyens que chacun des pays mettra en œuvre pour l'alimenter ne seront pas identiques. Donc tout ça, c'est à voir. Un élément qu'il est important d'avoir en tête, c'est que nous voulons que cet observatoire soit le plus opérationnel possible. Il y a beaucoup de projets européens aujourd'hui qui ont abouti sur des instances, des institutions, des organisations qui sont totalement hors sol. Là, l'objectif est vraiment d'être sûr de l'opérationnel, sur des recommandations précises qui sont adaptées aux enjeux des entreprises régionales. Avec des gens sur le terrain, alors. Avec des gens sur le terrain. D'accord. Okay. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes, on va dire, associés entre la DMDI et la DPFIP, parce que il y a vraiment une notion de développement derrière, développer de nouvelles formations, d'être ancré sur le territoire pour arriver à identifier au plus près des besoins les tendances et ensuite impulser une dynamique au niveau de la région. Là, la preuve en est, bon, je pense que Marek le précisera tout à l'heure, rarement nous avons travaillé avec la FFB sur des projets d'une telle envergure. Donc là, c'est aussi de passer les barrières qu'il existe aujourd'hui entre les différentes institutions pour arriver à se projeter ensemble sur le devenir des métiers et de la formation. D'accord. Et l'OPMQ a été associé ? Oui. L'OPMQ a été associé, donc ça a été évoqué en copie l'OPMQ, donc il n'y a pas eu de réserve quant à la participation à ce projet-là, et donc... Ils n'ont pas souhaité s'y intégrer ? Alors, je dirais que ce projet a été initié sans eux. En revanche, l'ensemble des administrateurs de l'OPMQ sont partie prenante, puisque la FFB est partie prenante, la CAPEB également, et donc nous, étant pilotes de ce lot qui sera évoqué tout à l'heure par Marek, eh bien, nous sommes aussi un point d'entrée pour l'OPMQ. Donc l'OPMQ aujourd'hui est partie intégrante de par les différents acteurs qui composent l'OPMQ. Voilà, exactement. Donc ce projet-là, c'est aussi une occasion
de concevoir autrement la collaboration aussi nationale. Hein. C'est pas uniquement au niveau transnational que ça se construit, parce que bien sûr il y a une équipe transnationale que je vais vous présenter pour que vous voyez qui participe à ce projet. Mais après, chaque équipe transnationale est chargée d'organiser des points de relais dans chaque pays, parce que c'est pas uniquement la tête nationale dans chaque pays qui travaille uniquement. Il faut quand même des collaborations derrière. Donc effectivement, concrètement, qui participe à ce projet? Donc c'est un projet sur 4 ans et il a démarré en janvier 2019 par une réunion de lancement qui a eu lieu à Madrid. Franck et moi, on y a participé. Et il y a 7 fédérations d'employeurs. Donc pour la France, c'est la FFB qui est représentée, mais il y a aussi des fédérations d'employeurs belges, grecs, italiennes, slovènes, espagnoles et lituaniennes. Ensuite, excuse-moi, c'est un projet uniquement BTP transnational? Oui, tout à fait. C'est un projet uniquement BTP. Et merci Martine pour la question. Il a été conçu à la demande express de la FIEC, qui est une fédération internationale des entreprises de construction, dont la FFB fait partie. Et la FIEC cherchait des opérateurs directs pour porter ce projet, pour pouvoir initier une véritable réflexion à la fois politique et stratégique sur l'avenir de formation professionnelle dans le secteur. Rien que ça. Et on a 4 ans pour ça, et on a un budget de 4 millions, c'est un projet de 4 millions pour l'ensemble des partenaires, et il y a à peu près 190 000 pour le 3CA BTP sur 4 ans. Ce qui nous permet de payer nos prestations intellectuelles. C'est pas uniquement pour payer des déplacements ou des frais d'organisation de réunions, mais aussi, par exemple, une partie du travail de Franck ou le mien, peut être prise en charge aussi par l'Union européenne, mais en tant que contribution, notre contribution à cette réflexion transnationale plus globale. Donc on est vraiment dans une logique de co-investissement, et surtout ce projet-là, c'est pas quelque chose que la Commission européenne sous-traite au 3CA. Ça doit être notre projet cofinancé par l'Union européenne. Ça marche dans ce sens-là. On n'a pas répondu à un appel d'offres, on a répondu à un appel à proposition. Donc nous sommes vraiment dans cette logique. Voilà, Christian Hergès nous expliquerait bien la différence entre les deux. Donc on est bien dans l'appel à proposition. On a proposé quelque chose qui nous intéresse et l'Union européenne a dit « Ok, on vous suit, on cofinance ». Donc le 3CA est pilote du projet? Oui. Non, le 3CA n'est pas le pilote du projet, c'est la FLC, la Fondation Laborale de la Construction espagnole, qui est pilote du projet. Le 3CA, en revanche, a en charge la conception de cet observatoire dont nous avons parlé, parce que l'observatoire c'est juste une composante de ce projet, c'est pas la seule composante, mais c'est l'une des composantes plus hautes. Donc, à part ça, pour aller plus vite et pour accélérer un peu, il y a aussi une organisation syndicale nationale, uniquement une, polonaise, et ensuite il y a 3 fédérations transnationales. À savoir, il y a 2 représentants d'employeurs, y compris la FIEC, que j'ai déjà évoqué, et il y a un représentant de salariés. Donc, ce sont des organismes qui fédèrent effectivement des organisations syndicales nationales ou des fédérations d'employeurs. Donc, il y a vraiment un fort appui quand même, il y a un consensus au niveau transnational. Ensuite, donc ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, donc là on a le volet politique, on a le volet fédération, partenaires sociaux. Et de l'autre côté, on a dans ce projet des organismes de formation ou des réseaux d'organismes de formation, comme le 3CA BTP pour la France, la FLC qui est le chef de file, qui est le pilote, le promoteur du projet Fondation Laborale de la Construction. C'est un organisme espagnol qui est un peu notre homologue, mais en Espagne, avec une 50aine de centres de formation.
La différence, c'est que le 3CA, c'est une association qui a des relations contractuelles avec nos associations régionales. Mais on n'est pas un siège social de ces associations. La FLC, en revanche, gère en direct ces centres de formation. C'est une seule entité juridique pour toute l'Espagne. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut trouver quelque part pour faire du benchmark au-delà de l'observatoire. Les informations que tu nous donnes là, pour que nous, on ait une visibilité de ce qui se passe ailleurs, justement, tu l'as écrit quelque part, ça? Cette information? C'est écrit un peu dans la présentation du projet. Il y a déjà des plaquettes de présentation du projet. C'est intéressant de savoir comment l'apprentissage se décline. Oui, mais en revanche, comment l'apprentissage se décline en Espagne, ça fait pas partie du projet à proprement parler, mais l'information existe. D'accord. Donc effectivement, c'est bien de noter peut-être cette observation pour que nous, à notre niveau, effectivement, donne des informations sur les spécificités de chaque système, d'autant plus que les documents existent. Il y avait même déjà, par exemple, des séminaires d'études et d'échanges qui ont été organisés, par exemple, pour nos dirigeants, pour des dirigeants de 3CA en Espagne, en Italie, en Allemagne aussi, pour mieux connaître le fonctionnement de leur système. Donc là, effectivement, le projet Construction Blueprint, c'est une mouvance transnationale qui prend de l'ampleur dans le réseau de 3CA. C'est pas un projet isolé. Ensuite, il y a d'autres organismes de formation que vous voyez sur l'écran, belges, finlandais, allemands, irlandais, italiens, lituaniens, portugais, slovènes et grecs. Je ne vais pas présenter chaque organisme séparément parce que ça prend un peu de temps, mais ces organismes sont soit des réseaux, des têtes de réseaux nationaux, comme 3CA, FLC, Formedil, Senfic, et il y en a d'autres qui ont plutôt une ampleur régionale, comme IFA-PME en Belgique, ou SCK en Slovénie. Certains sont purement construction et d'autres sont transversaux. IFA-PME ne couvre pas que le champ, par exemple, de la construction. Mais bien sûr, il faut s'adapter à la réalité de chaque pays. Donc, on peut pas trouver exactement l'homologue du 3CA partout dans tous les pays. Et pourtant, il y a des réseaux qui animent aussi des centres de formation, mais ils le font autrement. D'où les intérêts pour le projet qui sont convergents, mais pas identiques. Alors, donc au total, nous avons 21 organismes issus de 10 pays. Donc, vous voyez, c'est un partenariat quand même assez costaud et assez complexe à gérer. Parce que chacun apporte quand même ses propres objectifs, ses propres énergies pour ce projet, et c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vise concrètement dans ce projet, Donc, on veut une démarche avant tout pragmatique, transnationale et collaborative. Donc, il ne s'agit pas de construire le monde en 90 secondes en disant demain ça sera beaucoup mieux, mais il faut qu'on dise concrètement, comment on veut faire. Aujourd'hui, l'Union européenne, qui donne par exemple 4 millions, elle veut quand même des résultats extrêmement précis derrière. Donc, ce qui est tout à fait normal. Donc, on doit, par exemple, on s'est engagé, c'est un vrai engagement, c'est un contrat, c'est pas juste une réflexion libre. On doit fournir des éléments extrêmement précis, extrêmement tangibles sur l'analyse de l'existant concernant les compétences disponibles et les attentes des entreprises. C'est la première phase du projet. On a déjà commencé à y travailler. Il y a les toutes premières productions qui sont même déjà disponibles, qui ont été envoyées à Madrid et à Rome hier, pour ce qui concerne le 3CA BTP et la FFB. Nous avons travaillé dur, Franck et moi, pour le sortir, mais c'est fait. Vous avez des échéances là-dessus ou pas? Ou c'est vous qui les fixez? Ah non, les échéances sont fixées. Ah oui, les échéances sont fixées. On a une feuille de route extrêmement précise. Super. Oui, donc là, avec des échéances, et si on ne les respecte pas, le lendemain, on se fait taper sur le doigt. Donc c'est extrêmement bien suivi. Et ce que vous rendez, vous devez d'abord le rendre à la FFB avant de le rendre... Normalement, si on co-signe, c'est normal que la FFB valide. Mais on est vraiment partenaire dans le projet. Là, la FFB, disons, abandonne sa casquette purement institutionnelle. Elle contribue. Donc, et après, par exemple, il se peut que pour la première phase, c'est moi qui est compilé des résultats, mais la FFB a largement contribué, a fait aussi un travail technique avec un éclairage différent que le nôtre. Ensuite, une fois cette analyse de l'existant faite, on doit identifier et systématiser les compétences recherchées par les entreprises. Donc, à la fois, chaque niveau national
donnera tout ça et le chef de file transnational va les identifier, systématiser, trouver des points de divergence, des points de convergence entre les pays, ce qui nous permettrait déjà de se positionner, de positionner nos besoins, nos spécificités par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire systématiser? Systématiser, c'est-à-dire dire, voilà, par exemple, BIM, je cite un exemple totalement idiot, par exemple, en Lituanie, ils sont à un tel ou tel niveau d'avancement, par exemple, ils accordent une telle ou telle importance, ils placent ça dans un tel ou tel contexte, et chez nous, ça se passe autrement. Et donc, trouver vraiment des points de divergence, de convergence, d'accorder peut-être un poids relatif à un tel ou tel axe de réflexion, par exemple, la formation des cadres intermédiaires sur chantier. Oui. C'est l'une de nos préoccupations actuelles. Mais est-ce que cette préoccupation est traitée de la même façon ailleurs? Est-ce que c'est aussi une priorité pour des Portugais, par exemple? Les Portugais sont peut-être sur autre chose. Et donc, cette phase-là, cette systématisation, identification, j'aurais dû aussi ajouter le mot positionnement, ça doit permettre de pondérer l'importance d'un certain nombre de choses pour nous par rapport aux autres. D'accord. Toujours dans l'idée de nous donner des idées, des indications, comment envisager le futur de nos actions de formation. Ensuite, bien sûr, ça doit déboucher sur l'identification de nouveaux profils professionnels aussi. C'est quoi aujourd'hui? Quels sont les profils qui émergent? Quel est le poids, par exemple, des compétences transversales dans ces profils, etc., etc. Donc, c'est profil, métier et compétences, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, c'est à la fois par métier, mais c'est aussi par fonction. Ouais, Il y a deux clés d'entrée. Et donc, et ensuite, les stratégies et les campagnes de sensibilisation aux carrières dans le secteur de la construction en Europe, c'est-à-dire tout ce travail préalable doit nous permettre aussi de convaincre ceux qui hésitent, qui préfèrent aller par exemple dans la métallurgie et pas chez nous, de venir quand même chez nous pour montrer que quand même le secteur il est en plein mouvement, qu'il y a des opportunités de carrière à la fois pour les hommes et pour les femmes d'ailleurs, parce qu'on travaille aussi sur d'autres projets. Women Can Build par exemple, où effectivement on dit voilà, les femmes ont quand même leur place dans ce secteur. Donc ces campagnes de sensibilisation tiendront compte de tout type de public. Et tout ça, effectivement, ça doit nous permettre de construire ensuite donc cet observatoire prospectif dont on a déjà parlé, avec tous ces éléments-là que je viens de citer, pour mieux anticiper les évolutions et les attentes des entreprises en termes de compétences. On peut aussi se poser la question, pourquoi ce projet il est transnational? Est-ce qu'on peut pas faire tout ça entre nous, quoi? Par exemple, on se met d'accord en France entre l'OPMQ, FFB, CAPEB, FCA, voilà, Constructis, bien sûr. Alors, c'est quoi la valeur ajoutée, disons, d'un projet transnational? Est-ce que ça vaut la peine, quand même, de se donner des contraintes supplémentaires au niveau linguistique, déplacement, compréhension de l'autre? Qu'est-ce que ça nous rapporte d'être dans un projet transnational? Alors, qu'est-ce qu'on espère à travers ce projet? Donc, on veut faire mieux ensemble, ce qu'on ferait peut-être moins bien séparément. À savoir, je pense que effectivement, c'est la première chose, c'est par exemple échanger des pratiques, comprendre le contexte, comprendre le choix de l'autre. Pourquoi, par exemple, nous on fait des choix comme ça, les autres pas tout à fait. Comprendre, et peut-être ça nous donnera aussi des idées, ça nous permettra d'analyser autrement notre propre problématique. Et grâce aux autres, effectivement, on peut peut-être identifier des champs d'amélioration pour nous-mêmes. C'est avoir cet effet miroir qui est très structuré. C'est pas juste une discussion autour d'une table ronde en buvant des verres, quoi. C'est vraiment une démarche extrêmement structurée qui permet effectivement d'avoir un effet miroir qui réinterrogerait nos pratiques. Ensuite, les ressources transnationales nous seront ouvertes, quoi. C'est-à-dire, on a des ressources transnationales humaines dans le sens où les participants aux autres projets, en quelque sorte, deviennent aussi partie prenante de nos équipes, y compris nationales, grâce à l'apport de ce qui se passe dans leur pays.
des ressources organisationnelles. Ça nous donne un cadre, ce projet transnational, avec des comptes à rendre, avec un schéma méthodologique extrêmement précis. Donc, c'est aussi assez important. Et ce schéma-là, ça ne veut pas dire que, bon, nous, on fonctionne sans schéma. Bien sûr qu'on a aussi des schémas. Mais c'est toujours bien aussi de se situer peut-être dans un schéma un peu différent, avec des contraintes exprimées différemment, avec des échéances extrêmement précises, pour compléter notre propre schéma et le réinterroger du point de vue de son efficacité. Hein. Donc, et ensuite aussi, il y a des ressources financières. Hein. On a 190 000 pour nous, pour le réseau 3CA sur 4 ans, ça donne 45 000 par année. Avec ça, on peut déjà peut-être alimenter nos propres ressources et les enrichir pour aller plus loin que sans ces ressources-là. Et bien sûr, je souligne aussi cette obligation de résultat vis-à-vis d'un tiers. Hein. Quand on sait qu'il faut rendre compte, j'en ai déjà parlé beaucoup, ça structure la démarche, ça oblige, ça crée ça responsabilise hein, dans la réalisation des productions qui doivent être communicables, hein, qui ne sont pas qu'internes. Donc, par conséquent, on se pose la question beaucoup plus souvent sur l'utilité de tout ça. Hein, on ne crée pas des choses uniquement pour nous faire plaisir, parce que nous, on est convaincus que c'est bien, mais on doit aussi vérifier si les autres considèrent que c'est vraiment bien. Et tout ça, bien sûr, l'objectif, c'est d'aller plus vite ensemble que séparément, en aboutissant à des résultats pragmatiques et utiles. Donc la logique d'un projet transnational, c'est une logique de complémentarité. Hein, c'est-à-dire, s'il y a des choses que nous, on peut faire aussi bien nationalement, on le fait nationalement. Mais si effectivement il y a des choses qui peuvent se faire beaucoup mieux ensemble, c'est uniquement ces choses-là qu'on fait ensemble. On fait pas forcément tout ensemble. Hein. Sarah, des questions à ce stade-là? Oui, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez envisagé d'associer les réseaux qui alimentent en fait votre réflexion? Tout à fait. Par rapport oui. Ah oui, c'est une chose absolument indispensable, sinon le projet ne sera pas connu. Déjà, c'est pour ça qu'on organise par exemple ce petit déjeuner, déjà pour sensibiliser les gens à l'existence de ce projet, communiquer. Et après, à chaque phase, disons, d'investigation, expérimentation, bien sûr qu'on devra quand même organiser aussi des collaborations avec le projet. C'est notre optique maintenant. Hein. Il y a encore un champ d'amélioration énorme dans ce contexte-là, mais c'est sûr que les projets n'ont aucun sens si on le fait uniquement pour nous, ici, au 19 rue du Père Corentin. Donc la réponse est oui, Agnès. Voilà, écoutez, donc c'est un peu la chose essentielle que je voulais vous dire concernant ce projet. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres informations qui peuvent être communiquées. Il y a déjà un espace qui est réservé à ce projet dans Intranet 3CA qu'on va alimenter très progressivement. Mais sinon, du point de vue du développement, Franck, mais pourquoi toi, par exemple, tu penses que ça vaut la peine d'investir ton temps, ton énergie dans ça? Alors, donc c'est toujours dans le prolongement de ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'objectif est très opérationnel, très centré sur le développement. C'est-à-dire que, comme le disait Marie tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit hors sol. L'intérêt est que ça puisse nous orienter dans nos futurs développement en termes de services, développement en termes de formation. Et dans ce cadre-là, eh bien, les formations sont bien évidemment les premiers sujets à être impactés par rapport à l'évolution de ces métiers. On voit bien sur la démarche Erasmus ou Erasmus+, donc la capacité de nos apprentis à aller voir à l'international ce qui peut se passer. Et donc d'être directement en lien avec ces acteurs, ces différentes fédérations ou différents acteurs de la formation européens, va permettre de créer des passerelles. Et donc les passerelles qui sont tissées entre ces organismes qui sont, on va dire, montées entre ces organismes, vont permettre, eh bien, de favoriser la mobilité des apprentis.
Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, on le voit bien, et on l'a encore vu la semaine dernière au BIMworld, aujourd'hui, nous ne pouvons plus penser simplement national. Le pays est une région au niveau européen, quoi qu'on puisse en dire, et donc nous devons penser notre développement au niveau européen. Il y a des flux, des flux de compétences, des flux en termes de métiers, en termes de technologie. On le voit bien aujourd'hui en Pologne, il y a 2 millions d'Ukrainiens qui sont sollicités pour venir contribuer à la construction on va dire des réseaux routiers, des bâtiments en Pologne. Donc on parle souvent du plombier polonais qui vient en France, mais aussi les Polonais ont eux aussi besoin de main d'œuvre. Donc si nous raisonnons à l'échelle nationale, nous n'allons voir uniquement que le plombier polonais qui vient chez nous. Alors que là, il y a un véritable flux qui est exercé, et nous aujourd'hui nous devons, en tant que premier réseau de l'apprentissage et outil de branche, anticiper ces flux migratoires et anticiper aussi les modules de formation qu'il va falloir dispenser à nos apprentis pour qu'ils soient équipés. Voilà. Alors, il y a une question par rapport au WinLab, donc on va y revenir. Donc, Jean-Daniel vous demande la place des CFA dans le projet et le calendrier du projet. Tu as dit que c'était effectivement réparti sur 4 ans. Oui. Donc, la place des CFA dans le projet, surtout, on compte consulter les CFA pour les intégrer dans les différentes enquêtes qu'on va mener, à la fois sur les attentes des entreprises, qu'est-ce que les CFA ont identifié comme attentes dans les entreprises, quelles sont les informations que les CFA possèdent effectivement sur les évolutions de métiers, quels sont les créneaux porteurs d'après les CFA. Donc, dans toute cette démarche prospective, on va s'appuyer sur l'expérience des CFA, on va pas tout inventer ou aller chercher l'expertise ailleurs, si elle est disponible dans les CFA. Donc, on essaiera de faire en sorte pour que les CFA participent davantage effectivement à cette réflexion stratégique sur les évolutions des emplois et sur les évolutions des formations correspondantes. Et aussi les CFA, on compte beaucoup sur les CFA pour identifier peut-être des méthodes pédagogiques qui leur manquent aujourd'hui. Par exemple, on parle beaucoup de l'individualisation, de systèmes d'entrée et de sortie permanente, de passer, par exemple, de formations un peu rigides avec des flux d'entrée uniquement à la rentrée et après des examens aussi à des moments très précis. Donc, tout ça, on sait que, il faudrait que les choses évoluent. Et pour envisager des évolutions, pour pouvoir construire des scénarios d'évolution, bien sûr, on ne va pas tout inventer uniquement au sein de la DPFIP ou au sein de la direction développement marketing, mais il faudrait faire appel à des compétences de CFA. Donc, très concrètement, on va mener aussi des études qualitatives. Donc, on va prendre des entretiens, des rendez-vous avec des personnes clés dans certains CFA. Et on va récolter l'information, on va la croiser avec l'information que l'AFFB collectera aussi auprès de leurs adhérents par rapport à toutes ces tendances que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure. Et comme le projet il est structuré donc en 5 phases, donc en chaque phase qu'on évoquait tout à l'heure, on va solliciter les CFA pour cette recherche qualitative, compilation des données, avec le calendrier. Donc le projet il est sur 4 ans, mais chaque phase dure entre 6 mois et 8 mois plus ou moins, sauf la nôtre, construction de l'observatoire qui dure 15 mois. Normalement. Tu pourrais nous rappeler les phases parce que je t'ai vu pas. Alors les phases, il faut que je revienne sur. C'est par rapport aux donc il faut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on va produire? Donc voilà, là les résultats visés. Chaque résultat correspond à une phase en quelque sorte. Donc d'abord, maintenant on est dans la première phase d'analyse de l'existant concernant les compétences disponibles. Et on aura par exemple des entretiens à conduire courant mai. Donc les CFA peuvent être consultés déjà dès le mois de mai. Donc là effectivement on aura besoin de l'expertise de CFA.
Identification, systématisation des compétences. Très concrètement, là, une fois la compilation faite, on proposera un schéma, disons, de catégorisation. On demandera au CFA, par exemple, de se positionner par rapport à ça, pour savoir si ça leur parle ou pas, s'ils ont éventuellement des avis un peu différents sur ces priorités. Ensuite, le profil professionnel aussi, on va consulter les CFA, savoir effectivement quel est leur avis, qu'est-ce qu'ils constatent d'une façon empirique en termes de ce qui est recherché aujourd'hui au niveau de formation, parce que les profils professionnels ont changé, et ainsi de suite. Donc à chaque phase, on aura des consultations extrêmement pragmatiques qui vont être mises en œuvre. Ensuite, stratégie et campagne de sensibilisation aux carrières, etc. Très concrètement, on va travailler aussi avec les CFA, voir comment, par exemple, transformer leur journée porte ouverte pour que ça soit encore plus attrayant, pour que ça fasse partie d'une stratégie nationale, disons, de promotion de nos métiers et de nos formations. Donc, juste par rapport à l'attente en termes de compétences des entreprises, on va très prochainement relancer le BVE, voulant dire entreprise. C'est peut-être l'occasion de recueillir des informations, sans alourdir le questionnaire, mais parce que les CFA, Jean-Daniel pourra peut-être parler, c'est surtout, à mon avis, au travers du BVE, enfin aussi au travers de leur contact, mais c'est un outil à exploiter par rapport à cette démarche. Exactement. De toute façon, le projet Construction Blueprint, c'est pas un projet où il faut réinventer l'eau chaude. C'est-à-dire, s'il y a déjà des choses qui existent, la première chose à faire, c'est quand même de connaître l'existant. Et dans tous les pays. Et déjà, cette analyse-là nous permettra d'avancer. Je pense. Et après, effectivement, envisager des évolutions. Mais tout ce qui est bon, tout ce qui existe, tout ce qui est performant, tout ce qui est partageable et transférable, on va utiliser. Hein. Donc, par rapport à... Voilà, je faisais le lien par rapport à WinLab, c'est que aujourd'hui, dans la captation des signaux faibles, dans la captation des tendances, eh bien c'est vraiment étroitement lié à WinLab. Aujourd'hui, dans le cadre de WinLab, nous avons vocation à capter, on va dire, le devenir des métiers, et donc forcément d'ajuster les formations. Donc là, quand on parle du BVA, BVE, quand on parle de capter au niveau des CFA les tendances, et bien là, le WinLab avec sa démarche d'expérimentation dans les CFA, d'association avec l'accélérateur santé prévention, mais pas que, donc aussi tout ce qui est captation sur le bâtiment, sur le BIM, la BIM Team qui est étroitement liée aussi au WinLab, et donc toute la démarche de développement de services associés au sein des CFA, et bien là, c'est un élément clé dans l'apport d'information, et l'apport d'information de terrain. Encore une fois, c'est une démarche qui est très concrète, qui est très pragmatique et qui se veut être applicable rapidement. Donc, les connexions avec WinLab, ce sont les référents innovation sont au cœur de WinLab et donc au cœur de la démarche pour la captation des signaux faibles. Les expérimentations avec les startups et les CFA, là également, nous sommes dans la mise en œuvre de solutions qui demain seront la norme ou pas, et puis ensuite, eh bien, d'arriver aussi à constituer une veille technologique, une veille en termes de start-up, et donc là, c'est ce que nous sommes en train de monter, notamment avec la plateforme Pitch qui va être accordée à WinLab, pour arriver à enclencher. Donc nous avons déjà des outils avec Workplace. Là, ça sera vraiment quelque chose une veille innovation qui sera alimentée dans le cadre de WinLab, qui va permettre d'aiguiller et d'éclairer la création de cet observatoire. Voilà, donc effectivement, on voit tous ces liens qui se tissent, hein, donc à la fois au niveau du 3C ABTP siège, entre guillemets, même si c'est pas un siège social, ensuite au niveau des rapports avec le réseau, aussi avec le partenaire français externe et bien évidemment tout ce qui est transnational. Alors, écoutez, je vois que l'heure tourne, il est déjà 10h10. On a fait Tu as vu l'essentiel ou pas? Oui, on a vu l'essentiel. Je vais juste dire qu'effectivement, Construction Blueprint, c'est pas le seul
projet de partenariat stratégique qu'on mène. C'est le projet le plus important à de loin, hein, parce que vu son ampleur, vu la dimension du partenariat, vu le nombre... Non, je voulais encore continuer. Oui, je sais. D'accord. Je ne t'enlève rien. D'accord, merci. Mais il y en a d'autres hein, qui sont peut-être plus modestes, mais pas moins importants. Hein. Donc, avec des partenariats plus modestes, mais avec des objectifs plus ciblés. Donc, juste pour terminer, en guise de conclusion, je vais juste les annoncer. Je ne vais pas présenter ce projet parce que sinon... Parce qu'il y a des ateliers là-dessus aussi. Et voilà, et exactement. Et il y a d'autres ateliers qui sont prévus où ces autres projets partenariats stratégiques vont être présentés. Donc, je ne veux pas parler de tout ce qui est mobilité. Hein. Mobilité, c'est un autre volet qui est très important pour nous. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock actuellement? Alors, on a un projet qui s'appelle Pen Tutors App, qui vise le renforcement du tutorat dans les petites et moyennes entreprises, et valorisation du tutorat, valorisation de l'apprentissage dans les petites et moyennes entreprises de peinture-décoration. C'est un projet qui est mené avec une association internationale qui s'appelle UNIEP, donc c'est une union internationale des entreprises de peinture. Ensuite, on a SomexNet qui porte sur des applications numériques dans la formation et dans la mobilité européenne, piloté par des partenaires belges de l'IFA-PME qui font aussi partie du consortium Construction Blueprint. Ensuite, on a Women Can Build qui vise une meilleure intégration des femmes en formation et au métier du BTP. Qui est piloté par la FLC, donc le même organisme qui celui qui pilote Construction Inheritance. De côté 3CA, la chef du projet, c'est Agnès Sillon, ici présente. Et on a aussi Reform Plus, c'est un nouveau projet de partenariat qui vise une coopération renforcée entre les organismes de formation métier de la construction en Europe, qui sont déjà membres d'un réseau qui s'appelle Reform, hein, qui réunit donc huit organismes aujourd'hui à travers l'Europe. Donc ce projet-là doit surtout nous préparer au nouveau programme Erasmus qui va être voté par le Parlement européen pour la période 2021-2027. Parce que l'Europe compte pratiquement tripler les fonds destinés à la mobilité européenne et renforcer aussi des fonds pour des partenariats stratégiques pour travailler ensemble sur des projets de rénovation de nos dispositifs de professionnalisation. Et voilà, bah écoutez, ça sera mon mot de la fin, sauf s'il y a encore des questions. Oui, on va aller voir côté Jean-Daniel, du coup. Une question. Marek, tu as dit que vous avez déjà rendu un premier document. C'est-à-dire, il a été finalisé hier. D'accord. Donc hier, je l'ai envoyé à Franck. Oui. Donc c'est vraiment tout récent. J'ai eu le transfert. Merci. Très bien. Jean-Daniel, du coup, tu as d'autres questions? Tout te paraît clair? Tu peux parler si tu veux, hein. Nous t'entendons. Ah, excusez-moi, oui, j'ai remis le micro, vous m'entendez? Oui, c'est super. Vas-y, oui, vas-y. Non, je n'ai pas d'autres questions, merci, c'était très clair. Ok. Je suis content de m'être connecté, d'avoir découvert ce projet dont je n'avais pas du tout pris la mesure. Parfait. Alors, Jean-Daniel, donc on se permettra de te contacter effectivement pour que tu trouves aussi ta juste place dans ce projet. C'est parfait. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de t'être connecté et à très bientôt hein, sur ces ateliers. Merci beaucoup Jean-Daniel. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt.